Le 23 août 2003, 4 hommes se sont lancés dans la forêt vosgienne, en Lorraine, avec des appareils photo professionnels, du matériel scientifique et suffisamment de nourriture pour 5 jours. Leur objectif était de documenter les espèces menacées pour l'université de la Sorbonne à Paris. Ils sont Élodie Martin, un primatologue de 29 ans, Antoine Dubois, son collègue de 32 ans, expert en oiseaux sauvages, Lucas Moreau, un directeur de la photographie de 26 ans avec une expérience dans la réalisation de documentaires sur la nature, et Gérard Lefebvre, un guide local de 45 ans qui connaît la forêt vosgienne comme sa poche. Aucun d'entre eux n'est revenu. Pendant 12 ans, la famille vécut dans l'angoisse, ignorant ce qui s'était passé. Les autorités menèrent des recherches approfondies, offrirent des primes, consultèrent des diseurs de bonne aventure locaux, suivirent de fausses pistes et émis des théories allant de l'accident à l'enlèvement. Mais la forêt garda ses secrets jusqu'en août 2015, exactement 12 ans plus tard, lorsqu'un bûcheron fit une découverte qui bouleversa tout. Une caméra vidéo enfouie sous les racines d'un chêne centenaire. Ce qu'elle enregistre révélera une vérité terrifiante que beaucoup préféreraient garder enfouie. Que s'est-il réellement passé pendant ces 5 jours? Pourquoi personne n'a trouvé d'indice avant? Et la question la plus troublante, qui a enregistré les images finales? Avant de poursuivre cette histoire troublante, si vous aimez les histoires de crimes réels comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer. Laissez un commentaire et indiquez-nous depuis quelle province ou ville française vous regardez l'émission. Nous sommes curieux de voir comment notre communauté se propage à travers le pays. Explorons maintenant les débuts de l'histoire. Pour comprendre toute l'histoire, il faut remonter à la France de 2003. Le pays connaissait alors une période de prise de conscience environnementale croissante, et les universités lançaient des projets pour documenter la biodiversité française avant qu'il ne soit trop tard. La forêt des Vosges, au nord-est de la Lorraine, est l'une des dernières forêts primaires de France, abritant des espèces telles que le lynx, la chouette et le saïmiri. Élodie Martin a grandi dans Épinal, chef-lieu du département des Vosges. Fascinée par les primates depuis son enfance, elle est considérée, à 29 ans, comme l'une des plus prometteuses spécialistes françaises du comportement des saïmiris. Ses collègues la décrivent comme extrêmement méticuleuse, capable de rester assise des heures à observer une troupe de primates sans perdre son attention. Ce trait de caractère fait d'elle une excellente chercheuse, mais la rend aussi quelque peu distante dans ses relations personnelles. Son collègue Antoine Dubois vient d'une famille de la classe moyenne Dijon, Bourgogne. Contrairement à Élodie, Antoine est extraverti et charismatique, capable d'identifier plus de 200 espèces d'oiseaux grâce à leur chant. Il a développé une technique avancée pour enregistrer les oiseaux dans leur milieu naturel sans les perturber, ce qui lui a valu une reconnaissance internationale. Tous deux ont déjà collaboré lors de 3 expéditions, créant ainsi un partenariat professionnel parfait, leurs talents d'observation respectifs se complétant mutuellement. Lucas Moreau, la personne technique, de Toulousey a étudié la communication visuelle et s'est spécialisé dans les documentaires animaliers après s'être passionné pour le travail de cinéastes comme Jacques Cousteau. À 26 ans, il produisait déjà pour Arte des projets à Madagascar et en Corse. Son équipement comprenait 2 caméras Sony PD150, la dernière technologie de 2003, ainsi que des microphones directionnels, un trépied étanche et suffisamment de batterie pour une semaine de tournage en continu. Le 4e membre est Gérard Lefebvre, originaire des Vosges. Gérard est né et a grandi près de la forêt. À 45 ans, il connaît chaque sentier, chaque rivière, chaque grotte de la région. Guide pour des chercheurs étrangers depuis plus de 15 ans, il est réputé pour ne jamais se perdre. Les Vosgiens le considèrent comme le meilleur connaisseur des Vosges. Gérard a hérité de son père et de son grand-père ses connaissances ancestrales sur les herbes, les migrations animales et les changements saisonniers. Le projet qui les a réunis était ambitieux, documenter le comportement de 3 espèces menacées pendant leur saison de reproduction. L'objectif était de produire une documentation visuelle utilisable à la fois pour la recherche scientifique et la sensibilisation du public. L'université de la Sorbonne a alloué un budget de 50 000 € à ce projet, une somme conséquente à l'époque. Pendant des semaines, Élodie et Antoine ont minutieusement planifié le projet, étudiant des cartes topographiques,
consultant des données météorologiques historiques et contactant les communautés lorraines locales pour obtenir des autorisations et des informations sur la zone. Le projet prévoyait de pénétrer dans la forêt par le village de Gérardmer, établir un camp de base près de la rivière Moselotite de là, entreprendre des promenades quotidiennes vers les zones où les espèces ciblées ont été enregistrées. La disparition. Le 19 août 2003, le groupe est arrivé Indier des Vosges dans un fourgon Peugeot Boxer de location. Ils ont passé 2 jours à vérifier leur équipement, à acheter des provisions supplémentaires comme des baguettes, des fromages locaux et du vin rouge d'Alsace, et à finaliser les détails avec Gérard, arrivé de son village la veille. Le 21 août, ils ont communiqué pour la dernière fois avec leur famille depuis un petit hôtel de Saint-Dié-des-Vosges. Élodie a appelé sa mère, Marie-Claire Martin, à Épinal. Au cours d'une conversation de 8 minutes, elle a annoncé qu'il serait sans nouvelles pendant 5 jours et qu'il reviendrait le 26 août pour communiquer les résultats à l'université. Maman, si tout se passe bien, on aura de superbes images, a-t-elle dit, la voix pleine d'enthousiasme. Gérard m'a assuré qu'il savait exactement où trouver les singes écureuils. Antoine a appelé sa sœur Isabelle Dubois, à Dijon. Il a parlé des oiseaux qu'ils espéraient capturer, notamment un hibou mâle que Gérard avait repéré la semaine précédente. Isabelle, imagine capturer un hibou en parade nuptiale. Ce serait l'image la plus incroyable que nous ayons jamais prise, a-t-il dit en vérifiant une dernière fois le microphone directionnel. Lucas a appelé sa petite amie, Camille Laurent, à Toulouse. Au cours d'une conversation de près de 20 minutes, il a décrit le matériel qu'il avait emporté et l'enthousiasme de travailler dans un environnement aussi exigeant. Et Camille, l'humidité va mettre le matériel à rude épreuve, mais j'ai tout préparé. Ces 5 jours seront intenses, mais ça en vaut la peine, a-t-il dit en rangeant les batteries dans un sac étanche. Le 22 août, le groupe a quitté Saint-Dié-des-Vosges pour Gérardmer à 6h30. Le trajet de 50 km sur des routes sinueuses a duré près de 2 heures en raison de l'état des routes et de plusieurs contrôles routiers de routine. À Gérardmer, ils ont été accueillis par Étienne Dubois, un contact de Gérard, travaillait dans l'écotourisme du village. Étienne se souviendra plus tard que le groupe était arrivé de bonne humeur. Ils avaient l'air très professionnels, très organisés. Gérard était enthousiaste car il savait exactement où les emmener, a-t-il déclaré à la police quelques mois plus tard. Le groupe a déjeuné dans un petit bistrot de Gérardmer, où Élodie et Antoine ont expliqué le but de leur voyage aux habitants, dégustant des plats comme une quiche lorraine et du vin blanc local. Lucas en a profité pour filmer quelques courtes interviews des villageois sur leur lien avec la forêt vosgienne. À 14h15, le groupe a chargé le matériel sur un bateau à moteur exploité par Clément Bernard, un homme de 38 ans du coin qui avait travaillé avec Gérard lors de précédents voyages, était aux commandes. Clément les conduirait jusqu'à la Moselotte jusqu'à un point précis, où ils s'enfonceraient dans la forêt. Il était prévu que Clément revienne les chercher exactement 5 jours plus tard, le 27 août, à 10h du matin. Durant la traversée d'1h30, Lucas s'est penché sur le paysage et a brièvement interrogé Clément sur la faune de la rivière. Clément a parlé des renards, des cerets, parfois, des sangliers qui fréquentaient la région. Cette rivière est vivante, a déclaré Clément en guidant le bateau au milieu des troncs d'arbres flottants. Mais il faut le savoir. La forêt est impitoyable. À 16h, Clément dépose le groupe dans une clairière naturelle sur la rive ouest de la Moselotte, exactement aux coordonnées fournies par Gérard, 48°0442 N, 6°52' 18. Et ce site a été choisi car il était proche de 3 écosystèmes différents dans un rayon de 2 km, une forêt dense, une zone riveraine et une petite prairie où les primates apparaissaient souvent au moment des repas. Clément a aidé à décharger environ 80 kg de matériel et de provisions, dont une tente pour 4 personnes, des ustensiles de cuisine, un purificateur d'eau, une trousse de premiers secours, des aliments secs comme du pain dur et du comté, ainsi que tout le matériel scientifique et de tournage. Ils ont également emporté des radios à courte portée, sachant que la canopée dense limiterait leur efficacité. Avant de partir, Clément confirma à Gérard le point de rendez-vous. « Je te retrouve ici à 10h précises le mardi 27, dit-il en désignant un chêne en guise de panneau.
En cas de problème météo ou si tu as besoin de plus de temps, laisse un panneau ici. Gérard hocha la tête, comprenant que les changements de programme étaient fréquents lors des expéditions scientifiques. À 16h30, Clément est parti en aval et les 4 chercheurs se sont dirigés vers la forêt. Le plan était de marcher 2 heures au cœur de la forêt jusqu'à une zone surélevée où Gérard avait observé des signes d'activité de singes-écureuils, afin d'établir un camp de base. Lucas a commencé à filmer dès son arrivée à terre. Les premières images montrent l'équipe organisant son travail avec une efficacité quasi militaire. Élodie a vérifié le GPS et confirmé les coordonnées. Antoine a ajusté le matériel d'enregistrement. Gérard a étudié la végétation environnante pour déterminer l'itinéraire optimal. Le 27 août 2003, Clément Bernard revient au point de rendez-vous à 10 heures précises. Le chêne est toujours là, mais il n'y a aucune trace du groupe. Clément attend jusqu'à 14 heures, scrutant la berge à la recherche d'éventuelles traces. Ne trouvant rien, il retourne à Gérardmer et signale l'incident à Étienne Dubois, qui prévient immédiatement la police locale. À 18 heures, l'inspecteur Pierre Lambert les recherches pour retrouver la personne disparue ont été lancées. Cependant, des procédures administratives ont ralenti les progrès. Ce n'est que le 29 août qu'une équipe professionnelle de recherche et de sauvetage de Nancy venait d'arriver. 6 jours s'étaient alors écoulés depuis que le groupe était entré dans la forêt. Les premières recherches se sont concentrées dans un rayon de 5 km autour du point où Clément avait déposé le groupe. Une équipe de 12 personnes, dont 3 guides locaux et Henri Lefebvre, le père de Gérard, a parcouru les sentiers familiers et exploré les zones possibles où le groupe pourrait installer son camp. À Paris, les familles d'Élodie, Antoine et Lucas vivent des heures d'extrême angoisse. Marie-Claire Martin se rendit immédiatement à Saint-Dié-des-Vosges, séjournant dans un hôtel pour suivre de près les opérations de recherche. Isabelle Duboisson arrivée de Dijon, tandis que les parents de Lucas, Jacques et Sophie Moreau, prenaient le premier vol au départ de Toulouse. Les premières recherches ont révélé des indices intrigants. À environ 3 km du point d'entrée, les secours ont découvert des traces d'un campement récent, les vestiges d'un feu, des boîtes de fromage et de pain, et des traces de cordes à linge suspendues aux arbres. Mais ni tente, ni appareil photo, ni sac à dos. Plus inquiétant encore, une chaussure de Gérard a été retrouvée au bord d'un petit ruisseau, à 800 mètres du campement. La chaussure était intacte, ne présentait aucune trace de violence, mais elle était vide. Pourquoi Gérard, qui connaissait si bien la forêt, aurait-il laissé ses chaussures là où il était impossible de marcher pieds nus? Le 5 septembre, après une semaine de recherche, des secours arrivèrent de Paris. Le ministère de l'Intérieur dépêcha une équipe d'enquêteurs et l'université de la Sorbonne déploya des experts en survie en forêt. L'affaire commença à attirer l'attention des médias nationaux. Les premières théories variaient. La plus probable était que le groupe se soit perdu suite à des erreurs de navigation et soit mort de déshydratation ou d'épuisement. La forêt vosgienne est connue pour dérouter même les guides expérimentés pendant la saison des pluies, lorsqu'un épais brouillard persiste pendant des jours. La deuxième théorie est qu'ils auraient pu croiser des trafiquants. En 2003, la zone était une voie de passage pour la drogue en provenance d'Europe, traversant la frontière allemande, et elle était le théâtre d'affrontements violents. Cependant, cette théorie perd de sa crédibilité lorsqu'aucune trace de violence, de sang, de douille ou de lutte n'a été trouvée. La théorie la plus inquiétante a émergé la deuxième semaine, lorsque des villageois ont signalé la présence de groupes d'hommes armés sans uniforme à proximité. Certains témoins ont décrit des groupes de 8 à 12 hommes armés de fusils, se déplaçant silencieusement sur des sentiers isolés. La police a enquêté sur la possibilité qu'il s'agisse des vestiges d'un ancien mouvement révolutionnaire, bien que ces groupes aient déclaré un cessez-le-feu en 2001. Pendant ce temps, les familles des victimes vivaient un deuil incertain. Marie-Claire Martin a installé un centre de coordination improvisé dans un hôtel de Saint-Dié-des-Vosges, travaillant avec des journalistes, des policiers et des bénévoles. Ma fille était très intelligente et bien préparée, a-t-elle déclaré à qui voulait l'entendre. S'il y avait un moyen de survivre dans cette forêt, elle le trouverait. Isabelle Dubois contactait quotidiennement des ornithologues dans toute la France, espérant que quelqu'un avait des nouvelles de son frère. Antoine était bien connu du milieu scientifique,
et sa disparition avait créé un réseau de soutien informel parmi les chercheurs. Les parents de Lucas, Jacques et Sophie, engagent un détective privé, Vincent Renaud, un ancien officier de police criminelle expérimenté en matière d'enlèvement. Vincent a émis l'hypothèse que le groupe aurait pu être victime de ravisseurs opérant près de la frontière allemande, profitant de la zone frontalière facilement accessible pour déplacer leurs victimes. En octobre 2003, les recherches officielles avaient considérablement ralenti. Le gouvernement provincial affirmait avoir exploré toutes les pistes possibles dans cette zone de plus de 200 km². Mais les familles n'abandonnèrent pas. Elles organisèrent des recherches privées pendant les 6 mois suivants, engagèrent des guides locaux et élaborèrent des théories de plus en plus invraisemblables. Une perquisition privée menée en février 2004 a révélé d'autres indices qui ont compliqué l'enquête. À 8 km du point d'entrée, dans une direction totalement opposée à celle prévue initialement, des volontaires ont trouvé des fragments de vêtements de Lucas, des bandes de coton bleu qu'il avait portées pendant le voyage. Les morceaux pendaient à des branches d'arbres à plus de 3 mètres de haut, comme emportés par le vent ou des animaux. Mais leur répartition indiquait une trajectoire inhabituelle, ne correspondant à aucun modèle naturel. Des analyses médico-légales ultérieures ont révélé que les tissus avaient été exposés aux intempéries pendant des mois, confirmant ainsi leur datation. Plus troublant encore, les fragments de tissus contenaient des taches d'une substance organique non identifiée, et non du sang humain ni aucune matière animale ou végétale de la région. Le laboratoire de l'Université de la Sorbonne l'a classé comme « matière organique d'origine inconnue », une conclusion qui n'a fait que susciter davantage de questions. Tout au long des années 2004 et 2005, les familles ont continué leurs recherches sporadiques, mais l'absence de nouvelles pistes et les coûts financiers et émotionnels ont commencé à les épuiser. Marie-Claire Martin a développé des problèmes cardiaques liés au stress. Isabelle Dubois a sombré dans une grave dépression, nécessitant un traitement psychiatrique. Les parents de Lucas, épuisés financièrement par le coût des recherches, sont finalement retournés à Toulouse, tout en restant en contact avec la police lorraine. L'inspecteur Vincent Renaud a poursuivi l'enquête jusqu'en 2006, date à laquelle il a admis avoir épuisé toutes les pistes possibles. En 2007, 4 ans après la disparition, l'affaire a été officiellement classée sans suite. La police a maintenu l'enquête ouverte, mais n'a pas alloué de ressources supplémentaires. L'intérêt des médias s'est estompé, seuls quelques articles commémoratifs rappelant le mystère non résolu étant publiés. Mais quelque chose a changé dans la forêt vosgienne. Des guides locaux ont commencé à signaler d'étranges phénomènes dans la région où le groupe a disparu. Henri Lefebvre, le père de Gérard, a raconté qu'au cours de ses recherches, il avait entendu des bruits inexpliqués, des gens qui chuchotaient dans le vent, le bruit d'appareils électroniques fonctionnant au loin et, une fois, le bruit distinct d'une caméra vidéo qui rembobinait. Ces témoignages, initialement considérés comme psychologiques, sont devenus de plus en plus fréquents et détaillés. En 2010, plusieurs guides indépendants ont rapporté des expériences similaires dans un rayon d'environ 2 km autour de l'endroit où la chaussure de Gérard a été retrouvée. En 2011, 8 ans après la disparition, un événement a temporairement bouleversé l'affaire. Clément Bernard, qui avait emmené le groupe en bateau, a rapporté avoir trouvé un objet métallique enterré sur les rives de la Moselotte pendant la saison sèche, lorsque le niveau de l'eau était bas. Il s'agissait d'une boussole Garmin-Eutrex, exactement du même type qu'Élodie transportait. Les données GPS de l'appareil montraient que le groupe avait suivi le plan pendant les 2 premiers jours, mais qu'il était ensuite devenu désorganisé et confus. Les derniers points GPS, datés du 25 août 2003, montraient le groupe se déplaçant en rond dans une zone de moins de 500 mètres carrés, un phénomène presque impossible pour un guide comme Gérard, mais qui pouvait s'expliquer par un empoisonnement ou une panique générale. La découverte a ravivé l'intérêt, mais de nouvelles recherches dans la zone n'ont rien donné d'autre. 8 ans plus tard, toutes les traces organiques avaient été complètement absorbées par la forêt. Le 15 août 2015, presque exactement 12 ans après la disparition, Théo Garnier, 52 ans, directeur d'une entreprise d'exploitation forestière dans les Vosges, a découvert une chose inhabituelle lors d'une inspection de routine. La semaine dernière, une forte tempête avait abattu un chêne centenaire, et ses racines avaient mis à nu un objet enfoui depuis plus de 10 ans. Théo, fort de 30 ans d'expérience dans le secteur forestier,
a d'abord cru qu'il s'agissait de déchets abandonnés par des touristes. Mais en s'approchant, il a réalisé qu'il s'agissait d'une caméra professionnelle Sony PD150, du type de celles utilisées par les documentaristes des années 2000. La caméra était recouverte de terre et de matière organique en décomposition, mais elle était étonnamment intacte grâce à la stabilité de l'environnement forestier, forte humidité, température stable et absence de soleil direct. Théo avait entendu parler de la disparition en 2003 et avait contribué à fournir des cartes topographiques lors des premières recherches. Il a immédiatement contacté le bureau de Nancy, a rapporté les résultats. Son manager Dominique Blanchard, chargé de sécuriser les lieux et de prendre des photos avant l'arrivée de la police. Théo a utilisé un appareil photo personnel pour enregistrer la position et les coordonnées de la caméra. 48°0515 EN, 6°51' 42 E, à environ 2,8 km du point de dépose. Ce qui attira l'attention de Théo, ce fut l'emplacement de la caméra. Elle n'avait pas été abandonnée au hasard, mais soigneusement enterrée sous les racines d'un chêne, dans un creux visiblement creusé à la main. Quelques petites pierres tout autour montraient que quelqu'un avait marqué l'emplacement, même si, après 12 ans, les marques d'origine avaient disparu. À 16h30, l'inspecteur Sébastien Roche en compagnie de 2 techniciens de la police scientifique lorraine, Sébastien, qui travaillait sur l'affaire depuis 2003, a immédiatement compris l'importance de la découverte. L'équipe de la police scientifique a filmé la scène avant de retirer soigneusement la caméra. Les premières analyses ont confirmé qu'il s'agissait de l'appareil de Lucas Moreau, dont le numéro de série correspondait aux archives de l'Université de la Sorbonne. La grande question était de savoir si la cassette vidéo conserverait ces données après 12 ans passés dans les bois. Le format mini-DV est réputé pour sa durabilité, mais personne ne pouvait garantir l'intégrité des données. Le soir même, la caméra fut livrée au laboratoire de police scientifique de Nancy, où elle fut examinée. Mathieu Fournier, expert en récupération de données numériques, commence le processus. L'extraction a duré 3 jours. Les bandes devaient être séchées dans un environnement contrôlé pour éviter toute détérioration. Mathieu a essayé de les visionner par courts extraits afin de réduire les risques. Les 20 premières minutes étaient chargées de bruit numérique et d'images déformées. Mais dès l'après-midi du 3e jour, Mathieu avait récupéré des images nettes de la forêt vosgienne du 23 au 25 août 2003, pendant l'expédition. La nouvelle de la découverte a rapidement atteint les médias. Le 20 août 2015, des reporters de France Télévisions sont arrivés à Nancy pour exiger des informations sur le contenu des enregistrements. Après 12 ans de silence, les familles des victimes ressentaient un mélange d'espoir et de peur face à la confirmation du pire. Marie-Claire Martin, aujourd'hui âgée de 72 ans et en mauvaise santé, est revenue en Lorraine avec son plus jeune fils Julien Martin. Isabelle Dubois de Dijon avec son mari et ses 2 enfants adolescents, qui étaient à peine conscients de la disparition de leur oncle. Les parents de Lucas, Jacques et Sophie, désormais retraités et prématurément vieillis par le chagrin, prirent le dernier vol pour Nancy. L'inspecteur Sébastien a rencontré la famille en privé le 22 août au parquet de Nancy. « Je dois préparer tout le monde », a-t-il averti. Le contenu que nous allons voir est très perturbant. Il n'y a pas de violence explicite, mais il met en scène des situations désagréables. Vous avez le droit de le voir, mais vous pouvez aussi choisir de ne pas le voir. La bande vidéo restaurée contient 47 minutes de matériel sur un total de 60 minutes. Les premiers extraits, enregistrés le 23 août, montrent le groupe installant le campement dans la bonne humeur. Élodie installe le matériel scientifique, Antoine ajuste le micro, Gérard explique la flore locale. Lucas enregistre des entretiens avec chaque participant pour connaître ses attentes. Élodie parle avec enthousiasme de l'enregistrement du comportement inédit des saïmiris. Antoine décrit des techniques non invasives d'enregistrement des oiseaux. Gérard partage ses connaissances traditionnelles sur les habitudes animales saisonnières. Les images du 24 août montrent un changement marqué. L'équipe est frustrée de ne pas avoir trouvé l'espèce ciblée après 12 heures d'observation. Gérard commence à montrer des signes de désorientation, consultant sa boussole à plusieurs reprises et semblant hésitant, contrastant avec sa confiance initiale. Dans un extrait de 14h30, Gérard déclare à la caméra que
la forêt n'a pas l'air comme elle devrait. Lorsque Lucas demande des éclaircissements, Gérard donne des réponses vagues sur le changement de végétation et les bruits étranges. Mais pour ceux qui regardent plus tard, le paysage paraît tout à fait normal. La nuit du 24 août fut encore plus inquiétante. L'équipe organisa une séance d'enregistrement des animaux nocturnes, et Lucas régla la caméra sur infrarouge. Les premiers sons provenaient de lynx, de hiboux et d'insectes. Mais une analyse ultérieure révéla une fréquence déroutante de 18 Hz, inférieure au seuil d'audition humaine. Les experts acoustiques ne purent déterminer la source de cette fréquence, car elle ne correspondait à aucun phénomène naturel observé dans la forêt vosgienne. Certains soupçonnèrent une activité industrielle clandestine, mais aucune preuve ne fut apportée. Les images du 25 août montrent le groupe dans un état de détresse psychologique évident. Élodie était épuisée malgré un sommeil suffisant. Antoine se plaignait d'un mal de tête persistant, invoquant la pression barométrique, bien que les données météorologiques ne montraient aucune anomalie. Gérard était obsédé par la recherche d'un chemin de retour, même si les coordonnées GPS indiquaient qu'ils étaient exactement là où ils avaient prévu d'être. Il répétait sans cesse que la forêt avait changé, et que les sentiers ne menaient pas dans la bonne direction. Dans un passage terrifiant, le 25 août à 15 h, Gérard décrit comment il a tenté de revenir sur ses pas jusqu'à la Moselotte, mais a trouvé des arbres et des ruisseaux coulant dans la mauvaise direction. Lucas, inquiet, a soigneusement enregistré les déclarations de Gérard. La vidéo montre le groupe suivant Gérard sur des sentiers apparemment normaux, mais il s'est arrêté à plusieurs reprises, a vérifié sa boussole et a dit « ce n'est pas bien ». Le dernier clip, vers 18h30 le 25 août, montre le groupe installant son dernier campement avant de tenter de retourner à leur rendez-vous avec Clément. Mais les coordonnées GPS indiquent qu'ils se sont éloignés de plus de 5 km de la rivière, allant dans la mauvaise direction. Élodie annonce à la caméra qu'ils attendront le matin pour retrouver le bon chemin, laissant entendre que le groupe accepte d'être perdu malgré le GPS et l'expérience du guide. Antoine, dans ses derniers mots enregistrés, rapporte que les sons de la forêt ont complètement changé, plus aucun cri d'oiseau diurne, mais des bruits nocturnes qui ne correspondent à aucune espèce. Mais une analyse ultérieure des sons montre que tout est normal. La vidéo s'arrête brusquement lorsque Lucas pointe la caméra vers le sol, comme s'il s'apprêtait à la ranger. L'analyse révèle que la caméra a été éteinte manuellement, et non à cause d'une batterie ou d'une cassette déchargée. Après 47 minutes de visionnage, les enquêteurs se sont retrouvés confrontés à un mystère plus profond. La vidéo a capturé la dépression psychologique du groupe, sans toutefois expliquer pourquoi ni ce qui s'est passé après le 25 août. Cependant, l'analyse des images a révélé des indices importants. Mathieu Fournillon a découvert que la caméra avait été utilisée après le 25 août. Les données numériques ont montré qu'elle avait continué à enregistrer jusqu'au 30 août environ, mais que les images avaient été complètement détruites. Fait remarquable, la caméra a enregistré plus de 200 cycles de rembobinage et de lecture des images, comme si quelqu'un les observait de manière obsessionnelle. Qui a utilisé la caméra? Pourquoi? Et pourquoi a-t-elle été si soigneusement enterrée sous les racines d'un arbre? La réponse vient de Henri Lefebvre, père de Gérard, 67 ans. Après avoir visionné la vidéo, il a demandé un entretien privé avec la police. Lors d'une rencontre le 28 août 2015 avec l'inspecteur Sébastien et un psychologue judiciaire, Henri a révélé que son fils avait signalé des événements étranges en forêt avant ce voyage fatidique. Gérard avait vu des groupes d'inconnus la nuit, transportant du matériel inconnu et installant des campements de fortune dans des zones difficiles d'accès. Il n'a pas signalé l'incident par crainte de l'intrigue publique. Ce témoignage a ouvert une nouvelle piste d'enquête. Les données GPS de la caméra d'Élodie ont montré que le groupe était entré par inadvertance dans une zone que Gérard avait qualifiée de « problématique ». Les enquêteurs ont examiné les archives militaires et ont trouvé de vagues références à des activités non autorisées dans la forêt des Vosges en 2003, mais les détails ont été occultés. Le dernier indice provient d'une fouille menée par Dr. Cécile Dupont de l'Université de la Sorbonne, autour du chêne où la caméra a été retrouvée. À 3 mètres de profondeur, l'équipe a retrouvé les restes de 4 personnes, identifiées par ADN comme étant Élodie, Antoine, Lucas et Gérard.
Les restes ne présentaient aucun signe de violence, de maladie ou de traumatisme, mais étaient soigneusement disposés, recouverts de matières organiques favorisant la décomposition. Les croque-morts possédaient des connaissances médico-légales et faisaient preuve de respect envers les morts. L'enquête révèle finalement une vérité complexe. Le groupe est tombé par hasard sur une opération militaire secrète appelée Opération Lynx, pour démanteler des laboratoires de drogue près de la frontière allemande. L'opération a utilisé une arme sonique expérimentale à basse fréquence qui provoque une désorientation sans causer de dommages physiques. La fréquence de 18 Hz dans la vidéo correspond à cette technologie. Le groupe a été exposé à cette fréquence, ce qui a entraîné désorientation, maux de tête, épuisement et finalement insuffisance respiratoire le 27 août. Des documents déclassifiés après 3 ans de litige montrent que l'armée a découvert le groupe le 24 août, mais a continué ses opérations pour protéger la cible stratégique. Elle avait l'intention de mener le groupe à l'extérieur après la mission, mais les effets de l'arme sonique ont été plus graves que prévu, entraînant des décès. L'armée a enterré le corps et a effacé toute trace. La caméra a été sergent Philippe Durand, un expert médico-légal, l'a enterré sous le chêne dans l'espoir qu'un jour la vérité éclate. Philippe a revu la vidéo plusieurs fois pour noter l'impact de l'arme, expliquant les cycles de rembobinage. Opération Lynx et l'opération fut un succès, détruisant 3 laboratoires de drogue et arrêtant 27 personnes. Mais les conséquences de l'arme sonique conduisirent à l'annulation du programme. Le groupe d'Élodie fut la seule victime civile directement tuée par l'arme. Le 15 novembre 2018, le gouvernement français a officiellement reconnu sa responsabilité dans la mort d'Élodie, Antoine, Lucas et Gérard. Les familles ont reçu des indemnisations substantielles, mais rien n'a pu compenser 15 années de souffrance. Henri Lefebvre, aujourd'hui âgé de 70 ans, a demandé que son fils soit enterré selon la tradition vosgienne, dans un lieu sacré de la communauté. La forêt m'a enfin rendu mon fils, et il peut désormais reposer en paix, a-t-il déclaré. Marie-Claire Martin décédée en 2017, mais pas avant de savoir que sa fille avait été retrouvée. Isabelle Dubois. Un fonds commémoratif a été créé à la mémoire d'Antoine pour soutenir les chercheurs en zone reculée. Les parents de Lucas ont utilisé cette compensation pour créer une bourse à l'université de la Sorbonne pour les étudiants réalisant des documentaires sur la nature. Philippe Durand, qui a pris sa retraite de l'armée en 2010, a admis lors d'une interview anonyme en 2019 avoir enterré la caméra pour protéger la vérité. Ces 4 personnes sont mortes à cause de mauvaises décisions. Je veux juste que leurs histoires ne soient pas oubliées, a-t-il déclaré. La zone forestière des Vosges où s'est produit l'incident a été déclarée zone spéciale protégée en 2020, à la fois pour commémorer les contributions scientifiques d'Élodie et d'Antoine et pour garantir qu'aucune autre activité militaire n'ait lieu dans cette zone écologiquement sensible. Cette histoire montre comment les décisions secrètes prises par des organisations puissantes peuvent avoir des conséquences dévastatrices pour des innocents qui se trouvent au mauvais endroit au mauvais moment. Les tragédies d'Élodie, Antoine, Lucas et Gérard nous rappellent l'importance de la transparence et de la protection des civils dans les opérations militaires. Que pensez-vous de cette révélation? Des incidents similaires se produisent-ils ailleurs, sans que nous en ayons eu connaissance? Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel dans le comportement du groupe dans la vidéo? Partagez votre avis dans les commentaires. Si cette histoire vous interpelle, abonnez-vous, activez les notifications et partagez la vidéo avec tous ceux qui se soucient de la vérité cachée. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, mérite d'être connue.